Salut tout le monde et merci de me suivre à nouveau pour ce numéro du Paranormal en question qui cette fois est consacré aux rêves lucides. Juste une parenthèse d'abord pour vous remercier des messages que vous laissez sous ces vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et puis également pour les propositions de sujets, puisque je vais en tenir compte et on va développer évidemment d'autres numéros sur les propositions des sujets que vous m'avez fait sur les réseaux sociaux. On va parler des rêves lucides. Alors il faut le dire, c'est un des sujets les plus passionnants et les plus étonnants que j'ai pu tester depuis pas mal d'années. Alors les rêves lucides, c'est quoi? Imaginez que vous rêvez et vous vous rendez compte dans votre propre rêve que vous rêvez. Donc vous êtes conscient quelque part que vous rêvez. À partir du moment où vous maîtrisez ça, vous maîtrisez une sorte d'état de conscience un petit peu différent, eh bien tout est permis puisque vous pouvez voyager au bout du monde, vous pouvez voler, rencontrer des personnalités, alors vivantes ou disparues, bref, tout devient possible. Et c'est un phénomène qui n'est pas une sorte d'illusion, hein, c'est réel, reconnu et étudié scientifiquement. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission. On n'est donc pas du tout dans le délire. Et puis d'après une étude américaine notamment qui a été réalisée en 2004, il y a environ 25% de la population qui déclare avoir fait des rêves lucides. Il faut savoir que ça touche quand même plutôt les plus jeunes, c'est-à-dire que les moins de 10 ans, il y a pratiquement la moitié des enfants de moins de 10 ans qui font des rêves lucides. Alors, ils n'en parlent pas forcément, mais en tout cas ils le font. Et puis évidemment la littérature s'est emparée du sujet des rêves lucides, la littérature et le cinéma, pour rentrer donc dans cette autre dimension qui nous concerne tous, puisque nous y allons quasiment chaque nuit, mais en même temps, si on la maîtrise, ça s'appelle donc un rêve lucide. Quelques films en parlent, je vous propose de regarder quelques extraits, ça dure pas longtemps, mais vous allez tout de suite comprendre qu'on peut rentrer dans une autre dimension qui est peut-être quelque part aussi réelle que la nôtre. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Nous créons le monde du rêve. Les rêves semblent vrais tant qu'on est dedans. Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque ce qu'ils avaient d'étrange. Faut pas avoir peur de rêver un peu plus grand, chérie. Voilà, naviguer dans une autre dimension, une autre réalité, c'est quelque chose donc de possible avec les rêves lucides. Alors ça n'a pas inspiré que le cinéma, bien entendu, ça a inspiré évidemment la littérature. Et en France, nous avons Bernard Werber. Et Bernard Werber s'était intéressé au sujet en 2015 avec un bouquin qui s'appelait Le Sixième Sommeil. Et dans ce livre, évidemment, il traite d'une aventure basée sur ces rêves lucides. Bernard Werber, c'est évidemment aussi l'auteur de la trilogie des fourmis, c'est Les Thanatonautes, c'est Demain les chats ou Sa Majesté des chats d'ailleurs, qui est le dernier bouquin. Bernard Werber, c'est aussi l'un des auteurs les plus lus en France. Il fait tous les ans partie du top 50 des auteurs les plus lus en France et dans le monde aussi, puisque c'est une véritable rockstar, par exemple, pour ceux qui ne le savaient pas, du côté de la Corée du Sud, comme on peut le voir sur ces images. Et bien Bernard Werber, il sera avec nous en direct. On aura l'occasion de converser avec lui sur ce sujet des rêves lucides. Et puis je vais vous diffuser un reportage que j'avais réalisé pour France 2. C'était en 2015, fin 2015. Ce reportage, tient évidemment sur les rêves lucides. Et comme par hasard, il est avec Bernard Werber. Regardez, c'est tout de suite. Maîtriser ses rêves. Un don extraordinaire que nous posséderions tous. L'écrivain Bernard Werber aborde dans son dernier roman cet état très particulier de la conscience que l'on nomme les rêves lucides. Le rêve lucide, c'est le moment où on est en train de rêver et on prend conscience qu'on est en train de rêver. Mais au lieu de se dire « je rêve donc je vais me réveiller », on se dit « chouette, je rêve, donc je vais contrôler le décor et je vais décider de ce qui arrive au personnage ». Mais comment se rendre compte que l'on rêve dans ses propres rêves? Bernard Werber a eu la chance de vivre plusieurs rêves lucides. L'une de ces expériences l'a particulièrement marqué. Il y avait un groupe de personnes et je leur ai dit « je vais vous faire un tour de magie extraordinaire et vous allez voir ce que vous allez voir, car je vais dire 1, 2, 3 et je vais disparaître ». Et ils me regardaient tous « oh, tu vas pas y arriver ». Je fais 1, 2, 3 et à ce moment-là, je rouvre les yeux dans mon lit et je m'aperçois que je suis dans mon lit et je dis « ok, 1, 2, 3 » et hop, je reviens dans le rêve et là j'ai dit « vous voyez, ça marche ». Et là ils étaient tous très impressionnés. Mais donc j'ai fait un aller-retour du réel au rêve consciemment.
Ce qui semblerait très poétique ou romanesque au premier abord est pourtant bien réel. Le phénomène des rêves lucides est étudié scientifiquement depuis plusieurs dizaines d'années. Des techniques ont même été élaborées pour parvenir à ce stade étonnant de la conscience. De manière pratique, comment faire des rêves lucides? D'abord, l'une des premières techniques consiste toute la journée à se demander est-ce que je rêve ou est-ce que je suis dans le réel? Pourquoi? Parce que si on le fait toute la journée, la nuit, on va continuer, et dans le rêve, on va continuer à se poser la question. Et dès le moment où on se pose cette question, on peut se dire « Ah, mais je suis en train de rêver », et à ce moment-là, on se dit « Dans ce cas, je vais pratiquer des rêves lucides ». Un terrain de jeu sans aucune limite, une dimension supérieure à la réalité. Les rêves lucides nous permettraient d'aller au-delà de nos rêves, mais ils auraient aussi le pouvoir de nous en apprendre un peu plus sur notre propre personnalité. L'une des choses les plus intéressantes à faire en rêve lucide, c'est de savoir qui on est vraiment, se rappeler qui on est vraiment et faire l'apprentissage de la liberté. Progressivement, dans la journée, la société nous contraint, nous force à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Profitons au moins du temps de sommeil pour laisser exprimer l'enfant joyeux qui est en nous et qui lui a envie de s'amuser et de faire des choses extraordinaires. Un nouveau terrain de jeu, une nouvelle dimension s'ouvre peut-être à nous avec les rêves lucides. Un nouveau territoire de jeu, une nouvelle dimension, donc, et quelque part on pourrait s'évader alors qu'on est en plein confinement en ce moment. C'est finalement une bonne astuce pour voyager dans le monde entier et même dans des univers finalement pratiquement inconnus. C'est un sujet vraiment passionnant, les rêves lucides. On va en parler avec Bernard Werber qui m'a fait l'amitié d'accepter mon invitation. Merci beaucoup Bernard. De rien, c'est un plaisir. En direct de Paris, chez toi donc. Et on va parler donc des rêves lucides. C'est quelque chose qui t'a intéressé puisque tu as effectivement écrit le sixième j'ai un trou de mémoire. Le sixième sommeil en 2015. Comment tu t'es intéressé à ça, à ces histoires de rêves lucides? Alors, tout d'abord, j'avais rencontré un club qui s'appelait le Club des Onironautes, qui étaient des gens qui, en référence à ce peuple Sénoï qui vit en Malaisie, se retrouvaient en cercle pour rêver ensemble et après commenter leurs rêves et ils pratiquaient le rêve lucide. Donc c'est eux qui m'ont appris la technique du rêve lucide elle-même, qui est en gros une technique qui consiste à visualiser soit ses mains, soit un point rouge qui apparaît dans son rêve et à ce moment-là on sait qu'on est en train de rêver et on prend le contrôle de son rêve. Peut-être qu'il faut préciser ce qu'est le rêve lucide. Le rêve lucide, c'est le moment où alors qu'on rêve, on prend conscience qu'on rêve, et au lieu de se dire « eh bien je vais me réveiller », on se dit « je rêve, mais je vais contrôler mon rêve et je vais décider de ce qui se passe à l'intérieur ». Alors le premier exercice proposé dans la pratique du rêve lucide, c'est au moment où on a pris conscience qu'on était en train de rêver, on décide d'étendre ses bras et de se mettre à voler. Et le rêve du vol étant un rêve d'épanouissement total et un rêve de plaisir. Alors les Sénoï justement, tu en parlais, on l'appelle la tribu du rêve, hein, c'est ça. C'est une tribu qui vit en Malaisie, je crois. Voilà. Une tribu malaisienne. Alors ils ont des choses assez extraordinaires. Par exemple, leur civilisation en quelque sorte est basée sur le rêve, hein, le rêve lucide notamment. Et par exemple, ils peuvent imaginer coucher avec la femme du voisin, donc dans leur rêve lucide, et ils vont s'excuser en quelque sorte, c'est ça? Ils ont toute une Ils considèrent que ce qui se passe dans le rêve est aussi important que ce qui se passe dans la réalité. Donc, s'il y a des offenses qui ont été faites dans le monde des rêves, ils doivent être compensés dans le monde du réel. S'ils ont couché avec une femme en rêve, ils doivent la remercier. S'ils ont couché avec une femme qui ne leur appartient pas, ils doivent remercier la femme et ils doivent remercier le mari qui a été fait cocu durant le rêve. De même, s'ils ont blessé quelqu'un ou ils ont fait du mal à quelqu'un dans un rêve, ils doivent de même s'excuser et faire des offrandes. Au réveil, chez les Sénoï, tel que c'est décrit par les premiers sociologues américains qui ont travaillé dessus, ils passent quand même 1 heure à discuter autour du feu de tout ce qui s'est passé dans la nuit et à régler justement tous ces échanges. Il y a aussi le rêve qui permet de devenir adulte pour un adolescent. Donc le passage à la maturité se fait par le rêve dans lequel on combat un fauve et on arrive à le vaincre. Donc il ne faut pas seulement le combattre, il faut arriver à le vaincre. Et c'est un peuple qui a, selon
donc ces fameux sociologistes, une particularité, c'est qu'il y a moins de suicides et moins de fous que dans la moyenne des autres peuples qui vivent dans la région. Donc ils semblent avoir une meilleure santé mentale du fait que précisément ils accordent autant d'importance aux rêves. Alors, il y a aussi, les scientifiques se sont intéressés aussi à ces histoires de rêves lucides, parce qu'on pourrait tout simplement dire que c'est un rêve dans lequel on rêve, mais peut-être que ça même c'est un rêve et c'est donc une illusion quelque part. Mais on a vu en fait que dans le sommeil paradoxal, donc il y a des gens qui en fait, maîtrisent ces histoires de rêves lucides, et dans le sommeil paradoxal, normalement, tous nos muscles sont figés, c'est ça? Alors, il y a 5 stades connus du sommeil. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil très profond, sommeil encore plus profond, et le 5e sommeil qui est le sommeil paradoxal, qui s'appelle paradoxal précisément parce que c'est le moment où l'activité cérébrale électrique est la plus forte et en même temps le corps est le plus ankylosé. Donc c'est un moment où la respiration est plus basse, notre température change et en même temps notre cerveau envoie beaucoup d'images. Il faut voir que dans la phase 4, avant la phase de sommeil paradoxal, c'est une phase déjà où on rêve beaucoup, mais où on fait des rêves dans lesquels il n'y a pas autant d'épanouissement que dans le 5e stade. Au niveau 4, par exemple, on va rêver qu'on est poursuivi par quelqu'un qui nous veut du mal, ou on va rêver qu'on est tout nu en train de se promener dans la ville. Je pense que tu as déjà dû faire ce genre de rêve, David. Oui. Souvent. et dans la phase 5, si quelqu'un nous menace et nous poursuit, on rêve qu'on se retourne et qu'on le combat et qu'on le tue. Et si on rêve qu'on est nu, on n'est pas gêné. Et de même, c'est souvent en phase 5 qu'on fait l'amour avec des femmes ou qu'on se met à voler. Et c'est pour ça que j'avais imaginé un 6e stade dans lequel il y avait encore plus de tétanie du corps et encore plus d'activité cérébrale, une sorte de nirvana. Mais ça, c'est du domaine du romanesque, j'avais essayé d'imaginer un stade supérieur. Mais il suffit d'avoir des petits programmes. Moi, j'utilise un programme qui s'appelle Sleep Cycle, dans lequel je peux voir mes cycles de sommeil et je peux voir les moments où j'arrive à descendre, en tout cas jusqu'à ce niveau de sommeil paradoxal. Je ne sais pas comment juste mon téléphone arrive à le repérer, mais en tout cas, je vois bien les courbes et je vois bien mon sommeil le plus profond. C'est l'astuce aussi pour qu'on sache qu'on a fait un rêve lucide, il faut se souvenir de ce rêve-là. Donc il faut se réveiller à des moments assez précis et puis surtout très vite noter, puisqu'apparemment notre mémoire ne garde pas en stock nos rêves. Elle va effacer 70% pratiquement et très rapidement. En fait, il faut commencer déjà avant de se coucher. Si je dois donner des conseils pour pratiquer ça, il faut se dire avant de se coucher, j'ai envie de me rappeler de mon rêve. Mais c'est presque le prononcer la phrase. J'ai envie demain de me rappeler de mon rêve. Ensuite, il faut avoir à portée de la main un carnet, un crayon ou un ordinateur sur lequel on peut noter facilement sans se retrouver à ouvrir des applications et perdre du temps. Et ça devient comme un muscle, c'est-à-dire la capacité de mémorisation du rêve, c'est quelque chose qui, plus on le pratique, plus ça devient facile. Au début, ça fonctionnera pas, ça fonctionnera mal, et plus on inscrira ça comme quelque chose d'important, plus ça va devenir facile. Moi, je me rappelle de tous mes rêves, tous les matins, je note un rêve, et même j'en note parfois 2, parce que je sais que normalement, dans une nuit complète, on aura eu 5 descentes en phase de sommeil paradoxal, donc le moment où on rêve le plus fort, et j'arrive à me rappeler parfois de 1, 2, voire 3 rêves différents, comme 3 petits films, 3 courts-métrages, et que je peux noter. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au réveil, notre cerveau réinterprète le rêve. Il se peut que dans notre rêve, les personnages changent de tête, changent de lieu, que ce soit des situations illogiques, bizarres, et notre cerveau, notamment le cerveau gauche, qui est le sérieux, n'aime pas les histoires délirantes ou dans lesquelles il y a une perte d'unité de lieu, unité d'action, unité de personnage. Donc il va réinterpréter toute l'histoire en mettant une seule tête à un seul personnage, en donnant une unité de lieu et en réécrivant l'histoire avec un début, un milieu, une fin. Donc ce qu'on va avoir comme récit n'est peut-être pas le vrai rêve,
mais c'est quelque chose qui est réinterprété pour avoir une logique. Maintenant, vu que je sais ça, moi, dans mes rêves, quand je prends des notes, il y a écrit que mes personnages changent de tête. D'accord. Est-ce que ça peut servir aussi d'inspiration? Il paraît que ça inspire des artistes, alors évidemment des écrivains, mais aussi des musiciens, des gens qui dessinent, qui peignent. Est-ce que ça peut servir d'inspiration, le rêve lucide? Parce que quand on est dans ce rêve lucide et qu'on le contrôle, on peut finalement récupérer des choses à l'intérieur. Alors déjà, il m'arrive d'utiliser mon sommeil comme un moyen d'inspiration, dans la mesure où, par exemple, si j'ai une scène que j'arrive pas à écrire, je souhaite, avant de m'endormir, avoir la réponse qui m'arrive en rêve. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise comme un outil de travail. Je me dis, cette nuit, je souhaite rêver de la scène que j'arrive pas à construire. C'est pas tellement que j'arrive pas à construire, j'ai l'impression que je peux le faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait, parce que j'ai toujours je suis jamais bloqué dans l'écriture. Mais parfois, par exemple, une scène d'amour ou une scène de bataille, je vais la traiter un peu toujours de la même manière, parce que c'est des habitudes. Maintenant, j'écris 25 romans, et il n'y a pas 10 000 manières de faire une scène d'amour, ni de faire une scène de bataille. Donc, je vais demander à ma capacité de rêver à trouver autre chose que ce que j'ai déjà utilisé. De même, il m'arrive de rêver que je vais au cinéma, que je vois un film, et que je trouve le scénario très bon, et que je me dis, zut, je regrette de ne pas avoir eu l'idée. Et quand je m'aperçois que c'est un film, je me dis, bon, le scénario est libre de droit, donc je peux l'utiliser. Et en général, je le rédige pour en faire une petite nouvelle. Mais il m'arrive de rêver avec... Quand je vais au cinéma, j'ai un début, un milieu et une chute surprenante auquel je ne m'attendais pas dans le rêve. Pour moi, c'est vraiment une sorte de laboratoire, un lieu de coulisses. C'est des coulisses dans lesquelles je peux avoir un exhausteur d'imaginaire. Quelque chose qui fait que j'imagine encore plus loin, encore plus fort. Le fait de pouvoir contrôler ses rêves, ça c'est un truc absolument génial, parce que, alors tu me le racontais aussi, on peut voler, on peut faire des choses assez extraordinaires. J'ai une expérience perso, puisque grâce à toi, du coup, j'ai expérimenté ça. Il se trouve que c'est arrivé alors que j'étais en Islande, qui est quand même un pays, là pour le coup, de rêve, puisque c'est un pays extraordinaire. Du Père Noël. Voilà, ouais, et l'Islande est un pays vraiment, vraiment génial. Sauf que j'ai rêvé dans un hôtel perdu en Islande. Comment? C'était quoi ton rêve lucide? C'était un truc de fou, j'étais dans le garage chez mes parents et je me suis rendu compte, donc je me suis entre guillemets réveillé dans mon rêve, c'est-à-dire que je me suis dit, j'étais poursuivi par je sais pas quoi, et puis à un moment je me suis dit arrête de paniquer, calme-toi, et j'étais dans le garage et je regarde mes mains et je me dis ok, je suis dans un rêve et je me rends compte que je suis dans un rêve. Et à partir de là, je me suis dit, je me suis remémoré tes conseils qui m'avaient dit essaye de voler, tu vas voir, c'est génial. Sauf que pas de bol, pourtant je suis réellement en Islande, mais dans mon rêve je suis dans le garage chez mes parents, c'est quand même dommage. Mais j'ai essayé de voler, effectivement on a un peu peur au départ, mais on se lance et c'est dingue, on rêve, on vole dans ce rêve et on a l'impression que c'est vrai, c'est vraiment une autre dimension. Et j'avais une question pour toi, est-ce qu'on peut pas devenir addict quelque part de ce genre de truc? C'est presque comme une drogue, on essaye de le retrouver de temps en temps pour voyager quelque part, pour partir dans une sorte d'autre dimension. Oui. Il peut y avoir une addiction. Enfin, ce que j'ai vu chez les onironautes, ils avaient l'air bien addicts, comme tu dis. Moi, des rêves lucides, j'ai dû en faire 5 en tout sur 30 ans, pratiquement, que je pratique ça. Ça, c'est compliqué. Donc, à faire. 25. C'est un cadeau. Enfin, chaque fois que ça arrive, je me dis chouette, j'ai reçu ça. Alors moi, quand j'avais volé, la première fois que j'avais volé, j'avais des ailes de chauve-souris, enfin des ailes avec des membranes, et en rêve lucide. C'était à Paris, et je me suis aperçu qu'il fallait un échauffement. Alors que je prenais un rêve lucide pour les épaules, parce que j'avais pas fait suffisamment ça avant de démarrer, et donc je commençais à avoir les épaules ankylosées, donc je volais, et puis pour me reposer les épaules, je planais. Mais en planant, je perdais de l'attitude, et chaque fois que je retombais, il fallait remonter, et là ça me faisait très mal aux épaules, donc ça me faisait, c'est pas des rhumatismes, mais c'était plutôt des ankyloses. Donc il fallait que je remonte le plus haut possible pour pouvoir rester longtemps à planer. Et je planais notamment au-dessus de la Seine, où j'avais repéré qu'il y avait des peuples troglodytes qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir sur les bords, mais qu'on peut voir uniquement
si on est en train de voler en rêve au ras des flots. Je comprends que ça inspire pour les romans, évidemment. C'est une source d'inspiration extraordinaire. Et finalement, j'avais trop mal au bras, j'avais perdu de l'attitude, et donc mon ventre avait fini par toucher la Seine, et donc je m'étais mouillé, et dans mon rêve, et du coup je me suis aperçu que j'avais extrêmement envie d'aller faire pipi, et donc je suis allé faire pipi. Donc je pense que c'est l'envie de faire pipi qui m'a coupé le rêve. Est-ce qu'on peut faire des cauchemars lucides? On parle de rêve lucide, mais est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où on se rend compte qu'on est dans un rêve, mais qui est un rêve terrible, c'est-à-dire avec je ne sais pas quelle situation bizarre, mais enfin il doit y en avoir. Alors je pense que pour les masochistes, c'est un très bon moyen de passer une bonne nuit. Pour ma part, je préfère les films sympathiques, surtout dont je suis le héros, plutôt que les films où il m'arrive des soucis. Je crois que le cauchemar a une fonction exutoire, c'est-à-dire que on rêve de la chose qui nous fait peur, comme ça on se prépare à la vivre, et si on doit la vivre, eh ben on est prêt. Donc en dehors de cette fonction exutoire, si je pense réellement que il n'y a aucune raison de se retrouver dans des situations douloureuses, autre qu'une forme de masochisme. Vous savez, normalement, durant la phase de sommeil paradoxal, il y a une érection chez l'homme, ce qui montre bien que c'est un moment de pur plaisir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut savoir quand les hommes ont des phases de sommeil paradoxaux, alors que pour l'instant, c'est plus compliqué pour le repérer chez les femmes. Mais en tout cas, dans les laboratoires du sommeil, il met des détecteurs qui permettent de savoir quand l'homme a une érection durant sa phase 5. Bon, bah je mettrai une caméra pour observer le phénomène. Encore une petite question. Je reviens un petit peu sur la science, parce que c'est ça qui moi, m'a vraiment interpellé. C'est-à-dire que ça a été étudié scientifiquement, ces rêves lucides. Donc, on a des gens qui étaient dans un sommeil profond, un sommeil paradoxal, et qui avaient l'habitude de faire des rêves lucides. Donc les scientifiques se sont dit, bah, écoutez, une fois que vous êtes dans votre rêve lucide, c'est-à-dire une fois que vous avez conscience que vous êtes dans votre rêve, faites-nous un signe, alors soit en clignant un petit peu des yeux, en bougeant un petit doigt, en sachant que normalement on est figé. Et ça a marché. Moi, ça m'a sidéré. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on rêve et on peut avoir une connexion avec la réalité. Oui, mais on voit ça aussi en hypnose. On utilise le fait de bouger le petit doigt pour savoir si la personne, pour laisser parler l'inconscient au-delà du conscient. Je crois que on est en train de découvrir énormément de choses. Tout ça, ça devient un continent à découvrir qui est fabuleux, et ça coûte rien. Il suffit de fermer les yeux et il suffit d'en avoir envie. La base de tout ça, c'est juste l'envie que ça marche. Et le fait d'y croire. Si on y arrive en se disant je suis sûr que ça ne marchera pas, de toute façon moi je ne me rappelle pas de mes rêves, de toute façon ça c'est pour les autres, de toute façon c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut déjà, 1, y croire, 2, avoir envie que ça marche, et 3, après, mémoriser en effet ce qui s'est passé pour ne pas l'oublier, parce que c'est dommage d'avoir une expérience de rêve lucide extraordinaire et de tout oublier. C'est comme si on était allé voir un bon film et qu'on l'avait oublié, quoi. Exactement. Bien que ça arrive aussi, il y a quelquefois des films qu'on peut regarder et on se dit tiens c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. T'as fait combien de rêves lucides en tout? Alors 2, malheureusement, ça a été relativement court pour le premier, puisque quand je me suis rendu compte que je faisais un rêve lucide, j'étais tellement content que je me suis réveillé. Donc c'est vraiment dommage. Mais c'est très compliqué à faire, hein, pour avoir entendu des gens qui effectivement font ça, qui quelquefois l'utilisent de manière assez bizarre, hein. J'ai rencontré une personne que je ne citerai pas, qui avait flashé un peu sur sa voisine de palier et qui s'était dit je vais tout simplement essayer de m'imaginer aller faire en sorte qu'il se passe quelque chose avec elle dans son rêve lucide. C'est ce qu'il a fait, sauf que il a dans son rêve vu l'appartement de la personne en question, et puis que c'était normalement sorti de son imaginaire, sauf que quand il est quelques mois plus tard entré chez elle, parce que là cette fois-ci c'était dans le réel et il a été invité, il s'est rendu compte que l'appartement ressemblait exactement à ce qu'il avait imaginé dans son rêve. Donc on rentre dans autre chose, mais ça peut la décorporation.
C'est du voyage astral, là. Exactement. En tout cas, on pourrait en parler des heures de ce sujet-là, qui a été étudié, il faut le savoir, je fais une petite parenthèse parce que c'est quand même important, Homère ou Aristote en parlaient déjà, 8e, 4e siècle. En Europe, c'est Léon d'Hervé de Saint-Denis, je vais être précis quand même pour le dire, qui va inventer le terme de rêve lucide, et il a fait un bouquin qui s'appelle Les rêves et les moyens de les diriger, c'était en 1867. Et puis voilà, c'est un sujet absolument passionnant. Mille merci Bernard d'avoir accepté cette invitation et de parler avec nous de ces rêves lucides. Juste une petite parenthèse, encore une, pour dire que on voit passer sur les réseaux sociaux des gens qui disent ouais, il y a eu des prophètes, des gens qui ont annoncé telle et telle chose, et tu fais partie de la liste, puisque dans Demain les chats, tu aurais annoncé qu'une pandémie était arrivée et avait. Alors c'est vrai que c'est en partie évidemment ce qui se passe dans Demain les chats, une partie de la population est victime de guerre civile, mais surtout après d'une pandémie qui va éradiquer pratiquement l'humanité. Qu'est-ce que tu penses de ces idées qui évidemment sont comprises comme des prophéties, mais qui sont quand même statistiquement possibles, c'est ça? Je dois t'avouer, je commence à devenir superstitieux et il y a des choses que j'écris pas parce que j'ai peur qu'en les écrivant, elles arrivent. Donc, il y a des scènes de, comment dire, de violence ou de dureté ou de problèmes qui arriveraient au monde que j'ai écrites et que je n'ai pas publiées précisément parce que j'ai fini par devenir superstitieux. Il y a plusieurs choses que j'ai écrites en effet qui se sont produites. Et c'est presque un thème de roman, c'est l'écrivain qui a peur que ce qu'il raconte se produise. Mais pour ce qui est en effet, j'avais prévu le confinement et j'avais écrit en 2012 dans le Troisième Humanité qu'on allait avoir une grippe qui allait produire ça. Mais bon, j'ai pas grand mérite, c'est que je m'inspirais déjà de la grippe H1N1 qui, à l'époque, n'avait pas eu cet effet de panique. Et j'ai imaginé que ça pouvait avoir cet effet de panique et de confinement donc, qui s'est produit. Mais je crois que quoi qu'il arrive avec ce qui se passe actuellement, on n'en a pas fini avec les virus, parce que les virus, c'est une forme... c'est notre dernier prédateur, c'est une forme de vie que nous ne pouvons... Enfin, c'est une forme d'expression d'une entité, parce que c'est vrai que c'est même pas de la vie, il n'y a pas de cellules, mais c'est quelque chose qui est le nouveau défi pour notre humanité, et c'est normal que nous ayons un prédateur. Nous ne pouvons pas être un animal une espèce animale qui vit sans aucun moyen d'être équilibré. Voilà, donc toutes les entités vivantes ont des freins et des accélérateurs. Voilà, et le virus nous semble le frein de notre espèce. Ce qui est logique, donc ça fait longtemps que je pense que notre espèce, étant une espèce animale comme les autres, doit avoir des épreuves comme les autres. Bon, Troisième Humanité, Demain les chats, Sa Majesté des chats, c'est le dernier en date, qui est sorti au mois de novembre dernier, octobre ou novembre dernier, je crois. Voilà, vous avez de quoi vous occuper. Si vous nous regardez à cette heure-ci, vous pouvez évidemment lire ces romans, et puis vous verrez que, effectivement, il y a une part de prophétie sur certaines situations que nous vivons actuellement. En tout cas, les rêves lucides, c'était passionnant. Merci infiniment, Bernard, de nous d'avoir partagé avec nous ces expériences, et puis cette culture que tu as de ces expériences de rêves lucides. À très bientôt. Reste bien confiné. J'imagine que c'est le cas déjà en ce moment. Et puis prends soin de toi, évidemment. À très bientôt. Merci beaucoup, Bernard. À bientôt. Voilà, sujet absolument fascinant, passionnant que ces rêves lucides. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis également vos propositions de sujets. On peut tout aborder. On a déjà abordé les ovnis, les châteaux hantés, mais on peut aborder par exemple les dames blanches, comme certains me l'ont proposé. On peut aussi aborder d'autres sujets qui vous intéressent. Merci encore. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à laisser vos commentaires. À très très vite pour un prochain numéro du Paranormal en question. À bientôt.